Bonjour et bienvenue à Pack the Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec un ancien racingman, un deuxième ligne de 2 mètres, éducateur maintenant dans le rugby normand. Il est là pour partager ses connaissances rugbystiques et tout ça sans accent américain. Salut à toi mon ami Théodore de Saint-Rémy. Oui, content d'être là, deuxième ligne de 2 mètres et aussi deuxième ligne de devoir, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais tomber les ballons. Voilà. Ok. Bah écoute, ça fait vraiment une super week-end de rugby là. Et je propose que on fait, comme on dit en anglais, you give the people what they want. Et donc on va démarrer sans faire attendre. On va parler de nos équipes de France. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, là, on peut pas faire autrement, je crois. Allez, on y va. En entrée, nous avons France-New Zealand version féminine à Castres. Donc, ça démarre par un haka, je trouve toujours mesmerizing, comme on dit en anglais, ce haka féminine. Mais ça fait pas du tout peur à nos Françaises. Il y a une attaque impuissante des Blacks, un 50-22 de Jacquet qui remplace Caroline Boujard, qui était blessée la semaine dernière. Moll sous contrôle de Pack Bleu. Socha qui marque. Est-ce qu'on dit une talonneuse? C'est une très bonne question. Il faudra qu'on demande ça à Alban quand elle reviendra. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, Socha, elle marque le premier essai, facile, 7-0. We picked up where we left off. Il n'y a aucun relâchement de la semaine dernière. Les Blacks sont pénalisés. On est fort en touche et en mêlée. Le 11, Castel, marque dans le petit côté, bien servi par le 9, Bourdon, qui a fait la même chose la semaine dernière. Allez, on est à 14-0 à 12 minutes. On ne lâche strictement rien en défense. On coffre tout ce qui bouge. Le deuxième ligne font bien leur travail. 22 minutes, une super séquence française. Ça démarre et finit par Banet, mais en avant dans nos buts. Penalty touche, mais pour une fois, ça ne marche pas. En avant de Jacquet. Le fanfare joue, le match continue, les prochains points marqués, c'est pas pour nous. Même après avoir subi contre notre défense, les Black Ferns ont réussi de marquer un essai, 14-7. Le numéro 7, Ménagère, elle est très très bon en ballon en main. Penalty touche à 40 minutes, juste avant le mi-temps, et là ça marche, essai de pénalité pour nous et carton jaune pour eux. 21-7 pour le mi-temps, grosse domination française, et ça commence à se voir sur le score. Et là, ça devient un peu compliqué pour moi, parce qu'il y a aussi Angleterre et Afrique du Sud qui commencent, donc je suis sur la télé et avec l'ordinateur, mais on parlera de ça après. Deuxième mi-temps démarre tranquillement, mais on ne profite pas de notre supériorité numérique. Des grosses percées des Black Ferns, ils ont l'air d'être plus relax, les nouveaux aides depuis la semaine dernière quand même, surtout le 11. Notre numéro 9, Bourdon, nous donne un peu d'espace, on joue un peu en soccer pendant 50 mètres. Elle est remplacée par Sansou. Est-ce qu'elle va marquer le même essai pour le troisième en 3 matchs? Presque. C'est plutôt le 9, Castel, qui marque encore. 26-7. Les Blacks trouvent un peu d'espace sur les extérieurs, mais pas assez. Toujours coffré par Banet, qui reçoit un petit refus dans le visage pour ses efforts. On voit quand même de la talent individuel côté Black, mais on voit aussi des plaquages à 2 et beaucoup de solidarité côté les Bleus. Les Bleus sont très joueuses en ce fin de match, avec Boulard, la gazelle, qui monte ses cannes plusieurs fois. Ils ont envie de marquer le coup et planter des doutes dans les esprits des All Blacks pour le Coupe du Monde, mais les derniers efforts ne marchent pas. On finit quand même le match 29-7. Bravo pour les filles. Oui, un grand bravo, d'autant que c'est la deuxième victoire en 2 semaines. La démonstration de la semaine dernière avait été tellement éclatante, on l'avait dit, que voir une situation se retourner, voir les Black Ferns gagner hier contre la France à Castres, franchement, m'aurait énormément surpris. Donc c'est un résultat qu'on attendait, et c'est surtout une magnifique promesse, puisque la Coupe du Monde est dans 1 an, en Nouvelle-Zélande, et que là, les filles, les Bleus ont marqué très très fort. Et elles envoient un message, pas seulement aux Néo-Zélandaises avec ça, mais un message à la planète rugby tout simplement. Donc ça, c'est top. Dans les prochains matchs à venir, on peut dire que c'est les Bleus les favoris plutôt que des Black Ferns. Absolument. J'ai envie de dire bravo aux filles, mais aussi à toutes les équipes féminines qui étaient là, toutes les jeunes filles qui étaient dans les tribunes, parce que ça s'entendait avec des cris et tout ça. Donc, tous les supporters à Castres, c'était vraiment sympa de vous entendre. Et comme tu dis, là, maintenant, nos femmes, ils sont vraiment dans les top 2 au niveau des différents pays de rugby. Bien sûr, le numéro 1, ça reste l'Angleterre, qui vient de complètement détruire les Américains. Les Eagles, j'ai recherché, ça s'appelle le même que les mecs, c'est les Eagles. 89-0 avec 15 essais. Vous, les Français, vous ferez pas ça, non? Jamais.
Tu le sais, je te l'ai déjà dit plein de fois. Oh là là, merci. Ça fait mal quand même, 89-0. Après, les Blacks, ils ont détruit les hommes aussi. Bon, allez, on passe de ce match qui était quand même super sympa à vraiment le match de la journée, ça c'est sûr. Le match de Autumn Nation Series, ça c'est sûr. Et peut-être aussi le match de l'année. Toi, tu étais là au match. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance avant-match? Écoute, je pense que tu dis le match de la journée à tout le moins, de la tournée, c'est sûr. De l'année, pour moi, c'est sûr aussi. Et on peut même aller plus loin. C'est un match de légende, en fait, qu'on a vécu hier. J'ai eu la chance, moi, d'y être. Il y avait une ambiance complètement électrique avant le coup d'envoi, bien avant. C'était un Stade de France plein comme un œuf, comme je l'ai jamais vu. J'étais plusieurs fois au Stade de France. Là, il nous a dit à la fin, on était 79 500 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, grosso modo, il y avait plus une place, quoi. Et on voyait bien à l'intérieur du stade, tous les gradins du haut étaient remplis jusqu'en haut. C'est vraiment rare de voir le Stade de France aussi rempli que ça. Et je trouve qu'ils ont en plus fait un début de match où ils ont fait monter la tension. En éteignant les lumières, en demandant à tout le monde d'allumer les petites lampes des téléphones pour faire une espèce de candle géant là-dedans. C'était absolument génial. Et franchement, la Marseillaise qui a été chantée, mais comme on dit, elle nous a mis les poils, quoi. C'est-à-dire que on était électrique comme un seul homme. Et franchement, on se disait, j'étais avec un très bon copain, on se disait, mais imagine quand t'es là au milieu de la pelouse, quoi, et que ça chante comme ça autour. Mais c'est un truc de fou. Vraiment, avant le match, on sentait qu'on était en train de planter le décor pour un grand soir. C'était magique. Bah, magique, c'est vraiment le mot clé. Ce match, ça démarre avec Ntamak qui montre ses jambes. Ma femme m'a demandé de fermer les volets, donc j'ai raté le premier essai. Il fallait fermer les volets de ma fille aussi, et donc j'ai raté le replay aussi. Mais apparemment, il y a Movakin qui a marqué en premier, son 4e en 3 matchs. Donc on démarre très fort, mais les Blacks, ils vont pas juste rester là, voir le percé de Savea. 2 pénalités pour eux, on est 7-6 pour nous. Grand séquence pour des Bleus qui brillent tous. Penaud se retrouve avec ballon en main pour en percer et Ban Ntamak montre ses moves et super essai par lui. Est-ce qu'on peut garder ce rythme de malade? Les Blacks commencent à faire leur show. J'ai l'impression qu'on les donne un peu place en défense, mais on tient la baraque quand même. Adrit, Williamson et Jelonche sont là pour manger de l'herbe et des chevilles aussi. Antonio pèse son poids. Grosse séquence d'attaque où nous avons défié les Blacks avec des petits pick and go, mais drôle de drop raté, pas grave, bien tenté. Match si alléchant que même le cameraman a envie de jouer. Touche perdue, pénalité gagnée, 3 points marqués par Jaminet. Coupe de pied de Ficou, Jaminet n'est pas loin. Ils sont pas à l'aise, les Blacks, mais ça reste des Blacks et j'ai un tout petit peu peur. Mais nos Bleus, non, ils ont pas peur de tout. Difficile à expliquer la séquence suivante car je pense que tout le monde était impliqué. Mais je vais juste dire que j'adore Villiers, Aldrat était en forme formidable et Movakin est un bulldozer. Un autre essai pour lui à 32 minutes, ça fait son 2e doublé en 2 semaines. 36 minutes, les Blacks nous mettent de la pression. En avant dans les embuts français, heureusement. On est là à la mi-temps. 24-6 pour nous. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Non, je pense que c'est non seulement jamais arrivé, mais sur cette mi-temps que tu résumes à merveille en quelques mots, hein, je te félicite vraiment parce que c'est tout à fait ça. Mais on pourrait faire 3 émissions sur la mi-temps. Tellement elle est géniale. C'est-à-dire que on sort de là à la mi-temps incrédule, un peu comme la finale de Coupe du Monde 98 quand on mène 2-0 à la mi-temps contre le Brésil. On se regarde, on se dit mais c'est pas possible, il va nous arriver un truc, on va se réveiller, c'est pas vrai. Et c'est vrai que cette mi-temps a été complètement à sens unique. On avait dit la semaine dernière que les Irlandais avaient montré la voie en fait en agressant les Blacks et en ne les lâchant jamais. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Les Français les ont pris à la gorge tout de suite, n'ont pas douté, n'ont pas eu peur, n'ont pas fait de complexe d'infériorité. Et je pense que là, on est en train de récolter tout ce qu'on a semé avec ces jeunes équipes de France qui ont été championnes du monde en U20, etc. Ces joueurs n'ont pas peur. Et ça change tout. En fait, ça change tout. On le voit très bien. Ils se posent pas de questions. Ils montent comme des malades. C'est pas les Blacks en face. C'est un joueur. Voir les plaquages de Jelonche, la pression qu'a mis Penaud sur les remontées, etc. Ils les ont totalement étouffés. Et ensuite, ils ont eu un talent offensif absolument remarquable. Moi, je veux noter 2 choses, parce que tu as bien raconté, mais l'essai de Ntamak, il est sublime parce que en fait, c'est un essai à 11 passes.
10 temps de jeu, où il y a 10 joueurs différents qui touchent le ballon, et où il y a tous les gestes du rugby. C'est-à-dire que tu as des énormes percus avec des coups d'épaule pas possibles de Antonio, de Woki, de Willem C, même de Villiers qui s'y met, qui arrive avec ses 80 kilos tout mouillés, qui rentre dans l'intervalle, qui fait gagner les 4-5 mètres, qui permet de mettre la dernière. Il y a des passes intelligentes. La petite remise intérieure de Danty, elle est magique. Il y a de la lutte contre des ballons qu'on a failli perdre, que finalement on perd pas parce qu'on est un peu plus solide dans le ruck et parce qu'on ne doute pas. Et puis Ntamak au début, Ntamak à la fin, avec une feinte de moustache. Et Richie Mo'unga, il est monté en haut de la tribune. J'ai cru qu'il était au 8e niveau du Stade de France, tellement il est parti sur la feinte de passe. Ça n'a pas dû lui arriver de se faire prendre sur une feinte de passe intérieure comme ça depuis 10 ans. Donc cette action, elle était mythique. Et on passe à ce moment-là de 5 à 12. Et déjà, on se dit, OK, on est à plus qu'un essai transformé. Et on est chez nous et on a la confiance. Ça, j'ai adoré. Et puis, Peato Movaca, une prestation, une mi-temps irréelle. Alors, j'ai regardé un petit peu. Ce garçon, il fait quand même 1m80, 124 kilos. Donc, et quand on le regarde, c'est pas un mec bodybuildé. Pas du tout. Donc, ça veut dire que c'est un joueur qui est d'une densité physique, je pense, exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'il marque 5 essais en 3 matchs internationaux. Excuse-moi du peu. C'est quand même du délire. Les 3 matchs, c'est quand même les Argentins, les Géorgiens qui sont quand même pas des fillettes en défense au ras et les Blacks derrière. Le mec met 5 essais en 3 matchs. C'est irréel. Il était en larmes à la fin du match en disant moi, j'ai battu l'équipe préférée de mon père, etc. Et Peato Movaca, pour nos auditeurs, il faut comprendre qui c'est. C'est un homme des îles du Pacifique françaises. Et pendant des années, on se disait, mais en fait, où sont nos hommes des Pacifiques? Parce qu'on voyait bien le talent, la puissance de ces joueurs-là dans les équipes de l'hémisphère sud. Et nous, il y en avait très peu en équipe de France. On a souvent raconté l'histoire de Willy Taofi-Fenua, etc. On a déjà beaucoup parlé. Et on a enfin un crack qui est peut-être le futur meilleur joueur du monde. Pour moi, je suis complètement bluffé par ce garçon. Et sur cette mi-temps-là, quand t'as un joueur comme ça, et tu sais que tu vas en cocotte derrière pénal touche et qu'il a le ballon, tu te dis, tu te poses 0 question, quoi. C'est magique. Voilà, c'est magique. On va superbe, Théo. Écoute, Fabien Galtier, il n'est pas encore content, car il y a encore 40 minutes à jouer. Donc, on démarre le deuxième mi-temps avec un penalty touche pour les Blacks, mais ça ne paye pas. Merci beaucoup à Crow. Et un 50-22 à mitigé, et les Blacks sont chez nous. Cascade de course des avants, les Blacks avancent. Essai par Jordy Barrett. De jolie passe de Aaron Smith, 24-11. Oh no, il y a Antonio qui sort, il y a Bamba qui rentre, il y a Bay qui sort et Gros qui rentre. Mais c'est pas très grave, parce que c'est les arrières Blacks qui vont marquer très vite avec Rikyo Ioane. Je pense que c'est un nom de Street Fighter, c'est pas grave. 24-18, toujours pour nous. Faites gaffe nos bleus, mais il reste serein. Pas avec Baptiste, mais avec Jaminet qui nous donne 3 points de plus, 27-18. Mais il y a beaucoup de pénalités, les bleus, dit l'arbitre. Et c'est Savia qui nous fait payer avec un essai tout en force. 27-25, toujours pour nous. Et on est à la fameuse 60 minutes où les grandes équipes montrent qu'ils sont grands. Et en parlant de grands, il y a l'entrée de Thibaut Flamand. On est sous pression, mais Ntamak nous montre son Nta magique. Sous grande pression dans notre but, il esquive tout le monde pour faire un passage à Miné. On est sorti du 22, qui lui donne au ministre de l'Intérieur, à Dupont. Et on est chez les Blacks. Ballon à Woki qui est un tout petit peu gourmand, mais dommage, c'est pas très grave. On a quand même 3 points et Savea a un carton jaune. 30-25 pour nous. And I love Damien Penaud. Il ne croit pas lui-même son interception, comme il est en forme ce joueur. 37-25. Le public sent quelque chose, on commence à le croire cette victoire. Jalibert remplace Ntamak et il monte ses jolies jambes dans sa première action. Je n'arrive plus à prendre des notes tellement que ce match est incroyable. The world is watching France mettre 40 points sur les Blacks. Des émotions pour nous tous. Movaca, des bons larmes de joie. Il est embrassé par son coach qui lui prend dans ses bras. Et moi aussi, j'ai envie de faire un gros câlin à cette équipe de France pour leur dire merci, merci, merci. Ouais, c'est bien dit et tu le soulignes très bien. Tous les amoureux de rugby ont fini ce match avec des larmes au coin des yeux. C'est une évidence parce que mettre 40 points aux Blacks, ça ne nous était jamais arrivé. Il faut quand même se rappeler qu'on ne les avait pas battus à Paris depuis 1973. S'il te plaît, j'étais pas né. Je fais le vieux du pack de potes depuis 2 ans et on commence à parler de trucs qu'on n'avait pas fait depuis que j'étais pas né. Voilà. Alors, on les a battus à Marseille, on les a battus à Nantes, on les a battus en Coupe du Monde et tout. À Paris, ils gagnaient depuis 48 ans, les mecs.
Voilà. Et là, ils sont venus perdre. Et non seulement ils sont venus perdre, mais ils en ont pris 40. Et moi, j'ai bien aimé qu'on mette ces 3 points à la fin pour passer la barre des 40, qui, à mon avis, était très importante. Et en plus, on donne ce geste-là des plus 3 à Jaminet, qui fait 8 sur 8. Ce joueur est un futur très grand. Il a pris la place aujourd'hui. Je suis désolé pour les autres. Dulin, Boutier, tout ça, c'est terminé. Melvin Jaminet, il a une autorité dans son jeu au pied qui est digne des Johnny Wilkinson, etc. C'est des joueurs très rares qu'on voit. D'ailleurs, c'est pas pour rien si joueur de Pro D2, il a été faire la tournée en Australie l'été dernier et où il a éclairé la tournée de tout son talent. Et là, ce qu'il fait là contre les Blacks, en étant encore un jeune joueur, il jouait en Pro D2 l'an dernier, le mec. Il joue à Perpignan, qui est un petit club du top 14. Il a un culot et une autorité extraordinaire. Donc ça, pour l'équipe de France, c'est juste dément. Tu parles de l'éclair de génie de Romain Ntamak qu'on pourrait voir 1000 fois en fait parce qu'il est tout à fait fabuleux, je sais pas comment on peut dire. Moi, j'étais assis dans la tribune à 2 rangs de son père et c'était extraordinaire. À la fin, j'ai une photo que j'ai prise où il y a ses parents dans le stade et dans l'axe derrière ses parents, il y a Romain Ntamak qui parle avec le speaker du stade en écran géant. Cette photo est fabuleuse. Je vais essayer de trouver des contacts au Stade Toulousain pour leur faire passer parce que je pense que je suis le seul à avoir pu la prendre et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai envie de souligner ça parce que ça fait rêver en fait de se dire qu'Emilien Ntamak, qui était un garçon à la course chaloupée, au talent fou, qui jouait centre roulier dans les années 90, qui a transmis ce virus du beau jeu à son fils, être là 25 ans plus tard dans la tribune et le voir faire ça. C'est fabuleux. Alors, on a envie de dire à Cameron Wauquiez, mais pourquoi tu l'as pas donné à droite? Parce qu'il y avait un 3 contre 1 d'école à jouer. Alors, les Blacks revenaient beaucoup. Quand j'ai revu l'action, peut-être que ça aurait pas été au bout. N'empêche qu'il a effectivement été trop gourmand et que probablement ça aurait été au bout. Et franchement, s'il y avait eu essai là-dessus, là, c'était l'essai du siècle. Parce que il est juste magique, celui-là. Voilà. Donc là, ça, c'était absolument sublime également. Il y avait quelqu'un qui disait la même chose sur Twitter. Il a même répondu à Wauquiez sur Twitter de dire sorry. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'ai en plus adoré dans ce match, c'est que le score est élevé à la fin pour les Français, mais on aurait très bien pu le perdre. C'est ça qui est fantastique dans ce match, c'est qu'il y a eu une dramatique extraordinaire et nous, à la 62e dans le stade, on n'en menait pas large parce que les Français ont quand même eu un énorme trou d'air en début de deuxième mi-temps qui était lié à la mi-temps, mais tellement hors du temps qu'ils avaient fait avant, qu'ils étaient en train de décompresser psychologiquement, et ça, c'est sûr et certain. Le talent des Blacks, une erreur, ballon perdu sur un ruck, pas très bien géré par Dupont, 2 passes après, essai. L'essai de Barrett, parfaitement réalisé en bord de touche, on n'en menait pas large du tout. On est à -2 à ce moment-là. Ensuite, on repasse, on est à +2, pardon, on repasse à +5, mais à +5, on est encore complètement à portée de tir des All Blacks. Il reste 20 minutes à jouer et on se dit, si ça continue comme ça, l'affaire est pliée. On va perdre 48-35. Et c'était tout à fait une option réaliste. Et ça passe à très peu de choses parce que l'interception que fait Damien Penaud, s'il fait pas interception, il y a probablement essai des Blacks. Il y a 60 mètres à remonter, mais il y a 3 contre 1 quand il prend la balle. S'il la prend pas, s'il la rate, et s'il la passe, derrière, il y a très probablement essai des Blacks. Et à ce moment-là, les Blacks seraient passés devant à 37, je pense, à 32-30. Et là, ça aurait pas du tout été la même histoire, parce qu'en fait, les Français ont aussi construit leur victoire sur la confiance acquise pendant tout ce match, du fait qu'ils ont toujours été devant. Ils ont refusé aux Blacks le loisir de revenir prendre le leadership, et on sait à quel point les Blacks, quand ils sont devant, sont durs et deviennent encore plus durs, comme des bons Britanniques. Appuie là où ça fait mal. On leur a jamais laissé le manche, c'est là où ils ont été fabuleux. Bah merci pour ton analyse et ce match il est vraiment juste fantastique et si on parlait des joueurs en particulier, on a envie de dire du bien sur tout le monde parce que c'était vraiment un effort collectif, mais est-ce qu'il y a certaines personnes pour toi qui sortent de l'eau encore? On a parlé de Movaka. Je suis persuadé qu'on touche là un très très grand. Les 3 matchs qu'il vient de faire sont extraordinaires. Pour le reste, le paquet d'avant a été remarquable. J'aime bien finalement l'option Cameron Wauquiez en deuxième ligne parce que c'est un garçon extrêmement athlétique. J'aimerais connaître ses stats athlétiques. J'aimerais connaître sa détente verticale, sa puissance sur des distances courtes, etc. J'adore son impact physique, qui n'est pas un impact de masse, qui est un impact en fait extrêmement félin. Et je trouve que c'est un joueur élégant en plus d'être performant. J'adore ces joueurs-là.
Je suis content qu'Aldrit ait retrouvé sa place parce qu'il a fait un match extrêmement solide. On le croyait un petit peu perdu pour le 15 de France quasiment parce qu'il avait été un peu dépassé sur certains aspects il y a quelques mois. Il a fait une grosse perf. La grosse info, c'est derrière. Ntamak a mis les choses au clair. Ce sera lui le 10. Ça, c'est très clair. Jalibert est un joueur de grand talent. Il sera la doublure d'Ntamak. Il rentrera en fin de match et il fera les matchs qu'Ntamak peut pas faire. Mais l'affaire est entendue. Il a éclairé ce match d'un talent dont on n'a peut-être pas vu le bout et qui est fantastique. Donc pour moi, l'histoire est réglée. On la règle d'autant plus qu'on a vu que la présence de Danty au centre a été extrêmement précieuse et que je pense qu'on ne peut pas jouer à haut niveau aujourd'hui sans un Danty ou un Vakatawa. Il nous faut l'un ou l'autre. Et on voit que Jalibert et Ntamak au centre derrière, ça peut le faire sur des fins de match, etc. Ça peut pas le faire sur des débuts de match où il faut fatiguer la défense. Et c'est pas Ntamak qui ira mettre Rétalic sur le cul comme l'a fait Danty dans le début de match et où ça a été très très précieux. Et puis voilà, Damien Penaud, moi je l'adore depuis le début de notre podcast et ça a toujours été un diamant brut. Je suis fou de ses jambes et de sa vélocité et il a mis en plus là une énergie défensive, une pression sur des situations en difficulté des Blacks qui a été fabuleuse. Et puis voilà, Jaminet, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, magique. Voilà. Bah merci. Moi j'ai pensé pour comment vraiment résumer ce match et je me dis là on rentre dans une phase où c'est un peu hiver, il fait un peu noir et tout ça, mais si vous le sentez bien, vous vous levez le matin et vous regardez les clips de ça et en fait tu vas voir la banane pour le reste de la journée. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment ça et aussi bientôt c'est Thanksgiving aux États-Unis là cette semaine et je pense qu'on peut dire merci à cette équipe de France. Ouais, je termine en redonnant une petite note sentimentale parce que on a tous des souvenirs d'enfants au rugby, de gamins. Moi, je suis éducateur aujourd'hui et 100% des gens qui jouent au rugby à haut niveau, même de ceux qui en font leur métier, ont commencé ça jeune, on va dire. Jelonche, Dupont, Aldrit, ils jouaient ensemble en jeune en fait à Auch. Voilà. Donc quel éducateur aujourd'hui peut avoir 3 gamins ont eu 12 ou ont eu 14, je sais pas exactement à quel âge ils ont joué, qui sont un jour les acteurs majeurs de matchs comme ça dans le sport que le mec aime, etc. Donc voilà, éducateur ou accompagnateur des petits sur les côtés, etc. Dites-vous, il y a peut-être ces mecs-là en fait, et peut-être même qu'ils sont ensemble, et s'ils apprennent à être des copains, à se faire des passes de ballon, et un jour peut-être que c'est devant les Blacks, et on dit ouais c'est super, mais ça arrive jamais. Bah en fait si ça arrive, ces 3-là, ils jouaient ensemble en jeunes au FC Auch. C'est incroyable. Et du coup salutations au FC Auch aussi, qui est un grand club formateur. Bah super. Allez, on a plein d'autres matchs pour ce week-end, même si celle-là, j'en pouvais plus. En fait, je pouvais pas dormir ce soir-là. On va passer les autres matchs un peu plus vite. Il y avait quand même Angleterre, Afrique du Sud. Super émouvant chaque fois cette team d'Afrique du Sud. Et il y avait un Swing Low, Sweet Chariot pour démarrer le match aussi. Les Anglais sont déjà en mode attaque et ils mettent les champions de titre on the back foot sur le recouloir. Jab, jab, jab avec les avantes et grosse droite qui paye avec Tuolagi qui est blessé sur le premier essai, 7-0. Il y a Marcus Smith qui fait le transformation. Beaucoup de fautes de main au niveau des Anglais, des mêlées qui ne marchent pas côté Sudaf, mais les plaquages par un mec qui s'appelle Ox, ça fonctionne. 7-3. Et c'est un peu brouillon ce début de match, beaucoup d'erreurs pour les deux équipes, mais c'est Stewart, le 15 anglais, qui s'est vraiment conformé dans cette Autumn Nations Series. Il bête 3 plaquages pour faire son essai. Il me semble que les Roses sont en forme. 14-3 à 18 minutes. Mais le match est loin d'être plié. Les Bucks collent au score avec des pénalités. 14-6, 17-9, 17-12 grâce à des fautes anglaises. Un drop raté par Marcus Smith. Un début de match serré avec un seul essai. Ça fait un peu penser à des matchs Lions britanniques. Un gros effort en défense, mais pas beaucoup de jeux cet été. Les Sudaf gagnent un mêlée, Pollard rate la pénalité et on remplace toute la première ligne de Sudaf. Courtney Laws explose des mecs, mais Willie Leroux et Delamande ont envie de courir. Chandelle après chandelle, tympan après tympan, c'est les Springboks qui commencent à prendre le dessus. C'est le sortie de Ben Youngs et il y a Rafi Quirk qui entre. Rafi Quirk, je pense que c'est un nom direct d'un livre d'enfant. Les mêlées Sudaf sont costauds. Le capitaine Colosi, il fait tout bien. Gros temps fort pour les Sudaf à 57 minutes, mais ça paye pas, même avec beaucoup de fautes des Anglais. Le drop de François Stein ne passe pas. Et voilà,
une autre faute anglaise. 18-17 pour l'Afrique du Sud. Cette fois, ils ont dominé pendant 25 minutes pour ces 3 points. Et puis, l'Angleterre, en 30 secondes, ils ont un super essai de ce Randy Kirkle, ou je sais pas comment il s'appelle. 24-18, the chariot is still sweet côté anglais. Mais les mauvaises habitudes des disciplines reviennent. Carton jaune pour les Anglais, ballon porté sublime. C'est Mapipi qui marque le prochain essai. 24-23 pour les Anglais. Time passe à notre pénalité, ils prennent le dessus, 26-24 pour les Sudaf. Les pick and go suivis par des énormes percées des deuxièmes lignes Elisabeth, mais c'est pas abouti. Dommage parce que Codici va chercher un ballon dans l'air, il fauche en même temps son vis-à-vis anglais, et d'un coup, c'est un pénalité contre lui et un carton jaune. Je suis un peu surpris. Il reste que 3 minutes, 14-14. Je suis quand même pour les Sudaf dans cette affaire. C'est eux qui méritent un peu plus ce jour-là. Touche encore contrée par les Sudaf. Plaquage haut anglais raté par l'arbitre, mais il donne plutôt les pénalités aux Anglais. 27-26, les Anglais gagnent ce match. La preuve que parfois, le sport, c'est juste pas juste. Ouais, en tout cas, c'est une petite revanche de la finale de la Coupe du Monde. On se rappelle que ces Anglais avaient été défaits de manière un peu cruelle après une demi-finale extraordinaire qu'ils avaient réalisée contre les All Blacks en 2019. Donc, je pense que pour eux, c'est une vraie consolation. La physionomie du match fait que ça aurait pu vraiment tomber des deux côtés. Et de toute façon, quand on gagne un match d'1 point, on sait que ça tient à rien. C'est comme quand Federer gagne au tie-break 2 fois. Bon, bah, il aurait pu perdre aussi bien, mais il a gagné. C'est un peu la même chose. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ça donne une vraie tendance sur le nivellement du rugby international, avec des nations du Nord qui battent beaucoup plus régulièrement les nations du Sud. Et puis on va le voir peut-être avec Irlande-Argentine, même si l'Argentine, c'est une petite, entre guillemets, nation du Sud. Ils ont pris une sacrée fessée. Ouais, ce qui me gênait dans ce match, en fait, c'était qu'il y avait énormément de fautes. Il y avait un moment, je pense que c'était 18 ou 19 fautes contre les Anglais et 5 fautes contre les Sudaf. Et eux, ils prennent les 2 dernières pénalités et c'est eux qui perdent le match pour ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Oui, mais tu sais, quand tu perds un match d'1 point, et souvent, et moi je sais que j'ai vécu ça, tu te dis souvent, en fait, il y a un fait de jeu qui te fait perdre, et tu te dis, si t'es lucide, on le perd pas là-dessus. C'est pas là qu'on l'a perdu. C'est à d'autres moments où on aurait dû marquer, où on aurait dû faire le bon choix, on a fait le mauvais, où on aurait dû bien défendre et on a mal défendu. C'est là qu'on l'a perdu. Donc, laissons les faits de jeu au fait que le sport, heureusement, est quelque chose d'incertain. C'est pas une mécanique, c'est pas de l'industrie, c'est pas des process, c'est du sport. Et en plus, avec un ballon ovale. Et donc, on sait que parfois, c'est juste pas de bol. Donc, quand on veut gagner, il faut se donner toutes les chances de gagner et il faut se donner les chances d'être à l'abri d'un fait de jeu. Voilà ce que je pense, mon cher TK. Une chose, c'est sûr que les Anglais, ils vont pas être moins proud ou orgueilleux, on va dire. C'est pas leur style de toute façon. Allez, on passe à notre match. Pays de Galles, Australie. Ça démarre avec Tupou, l'Australien, le pilier, qui est super sympa à regarder porter le ballon en main. Coup de pied à suivre pour le 14 Australien qui ressemble beaucoup à Richie Cunningham, avec des muscles. 7-0. En 4 minutes, Dan Biggar marque une pénalité, mais les Wallabies sont en jambes, en attaque et en défense. Des pénalités un peu partout et des gros plaquages par le 8 australien. Carton rouge, parce qu'il y avait quand même un peu tête contre tête. Ça va être difficile pour les jaunes à 14. Encore Tupou, le pilier. Des Wallabies menent 10-6, mais Kurtley Beale fait un petit bêtise, un carton jaune pour un main dans la surface. 15 Gallois contre 13 Australiens, donc essai logique après le penalty touche. 16-13 pour Pays de Galles. À mi-temps, les Wallabies me semblent plus en jambes encore, mais essai un peu moche avec un en avant volontaire qui est tombé en arrière par un coup de la chance. Essai de 50 mètres par Tompkins, le Gallois. 23-13. Un peu plus tard, carton jaune contre les rouges. On joue 14-14, donc les choses s'ouvrent un peu. Courtney Beale avec un joli percé. Essai pour le 9 Nick White d'Australie, 23-3, toujours pour le Pays de Galles. Pastrami ou Paragbjani, j'ai oublié son nom, mais c'est un peu comme ça. Il a un gros percé. Essai dans le coin pour les Wallabies, mais poteau pour le coup de pied. 26-25, toujours pour les rouges. L'immense Skelton trouve un pénalité en grattant le ballon. Kurtley Beale avec un joli pénalité. Australie en tête maintenant avec 3 minutes à jouer, 28-26. Et à 80 minutes, les rouges sont à 5 mètres des Wallabies. It is all or nothing. Et voilà, pénalité 29-28 pour les Dragons qui gagnent. Là aussi, un petit point d'écart.
Donc, c'est ce que je disais, hein, les valeurs se nivellent et on voit que partout, les suites du professionnalisme et du sérieux dans la préparation des équipes qui ont les moyens de se préparer correctement fait que tout peut arriver. Ça rend aussi les prochaines victoires en Coupe du Monde encore plus belles, de façon certaine, parce qu'on voit que des grands matchs entre des grandes nations se perdent vraiment sur des détails. Ouais, et c'est dommage parfois parce que soit t'as pas envie que le match finisse ou que le match finisse un peu plus décisivement. C'est pas juste l'arbitre qui dit ok il y a une pénalité, que ça soit ok un grosse interception, quelque chose comme ça pour dire ah, ok ouais ils méritent. Mais deux matchs très tendus, les deux, mais sympa quand même à regarder et aussi sympa pour le rugby européen. Oui, super sympa, encourageant, et là aussi ça donne envie d'être en 2023 en France, hein. Voilà. Allez, Écosse-Japon, Van der Merwe marque un essai d'avant dans les premières 5 minutes. C'est le capitaine Stuart Wagg marque le prochain. Il est en jambes quand même cet automne avec 3 essais. Darcy Graham passe par Finn Russell, 19-6 pour le mi-temps, mais carton jaune pour les Écosses. Quelques pénalités pour les Japonais, les laissent dans le match, 26-20 avec 7 minutes. C'est toujours l'Écosse qui mène, mais c'est un peu serré quand même. Mais le suspense est fini quand Finn Russell mis la dernière pénalité, 29-20. Oui, on est content pour nos copains écossais, et le Japon fait une tournée présentable parce que 29-20 c'est un score qui est honnête, c'est le même que les Blacks contre les Irlandais la semaine dernière, donc c'est un sport là aussi c'est un score d'équivalence, c'est un score quand tu perds 29-20 t'aurais pu gagner en fait. Oui. Ah ouais, c'est pas comme ce qu'ils ont vécu il y a 2 semaines en perdant par 60 points contre l'Irlande. C'est ça. Allez, en parlant d'Irlande, Irlande-Argentine, Argentine marque le premier essai et puis rien. Irlande marque 7 essais par la suite et c'est normal parce qu'ils ont quelqu'un qui s'appelle Van der Flyer, donc ça va vite chez eux. C'est un enseignement que donne l'équipe d'Irlande sur cette tournée, parce que battre les Blacks et éclater les Argentins derrière, c'est très fort. C'est très fort. Ils avaient vécu leur sommet comme quand on bat les Blacks, on a toujours un coup de décompression derrière, parce que c'est une telle décharge émotionnelle qu'on peut être un peu ailleurs. Les Argentins sont quand même pas des joueurs qui sont faciles à manier, et leur mettre 60 points, ça veut dire qu'on est très au-dessus. Et donc, les Irlandais, là, je trouve, envoient aussi un vrai signal à la planète rugby en disant « Attention, nous sommes une grande nation de ce sport, et qui s'y frotte, s'y pique ». C'est super intéressant. Leur présence dans le tournoi, leur prestation dans le tournoi va être intéressante. Ce que je n'ai pas vu, c'est si Sexton a joué ou pas. Ça, pour le coup, tu vas peut-être me le dire, parce qu'il avait eu, me semble-t-il, une commotion il y a pas très longtemps. Et la grande question du rugby irlandais, c'est la succession de Johnny Sexton, qui est un mec qui tient cette équipe avec un mental d'acier depuis une décennie. Par qui va-t-on le remplacer, sachant que le reste est au rendez-vous? On sait qu'ils ont un jeune paquet d'avant qui est magnifique. Ils ont des joueurs derrière, Ringrose, Aki, qui a encore pas mal d'années devant eux. La vraie question, c'est Sexton. À suivre. Qui n'était pas là, c'était Carberry qui a joué. Ok, bah c'est d'autant plus intéressant qu'il soit arrivé avec celui qui est annoncé comme son successeur à la baguette. Très bon pour lui, très bon pour le rugby irlandais. Attention à nous cette année et les années qui viennent. Ouais, grave. Allez, pour finir, il y avait Fidji-Géorgie, 15 contre 15 finalement. Donc Fidji, la seule équipe d'hémisphère sud qui n'a pas perdu ce week-end. Ouais, et ça en dit beaucoup sur les progrès des Géorgiens, parce que on peut pas faire plus opposé comme style de jeu, Fidji à Géorgie, et arriver à se maintenir à niveau. 15-15, c'est une vraie victoire pour les Géorgiens à mon sens, et plutôt une défaite pour les Fidjiens. En tout cas, super intéressant et encourageant. On rappelle que le rugby géorgien a décidé de se lancer dans un grand plan pour ce sport dans son pays. Pour ça, il leur faut quand même des matchs présentables. Il leur faut des victoires. Et 15-15 contre les Fidji, c'est presque une victoire pour un petit pays comme la Géorgie.
Donc bravo Georgie. Allez, cette Autumn Nation Series, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que l'Angleterre, ils sont forts en ce moment. Ils ont gagné contre Australie, Afrique du Sud, Tonga. En moyenne, ils ont 43 points pour eux et 15 points contre. Donc ça, c'est leur score moyenne, on va dire. Ils ont encaissé un seul try dans 3 matchs quand même. Donc ça, c'est quelque chose. Irlande, ils ont explosé Argentine et Japon. Gagné contre Nouvelle-Zélande aussi. Les scores moyens, on va dire, c'est 47-11. Donc comme tu dis, il tape sur la porte pour dire oui, nous aussi, on est là. La France, on est pas mal, 37 pour nous et 20 contre nous, on va dire, en moyenne de score. Donc, nous, on montre qu'on est bien présent aussi. Donc, en gros, le rugby européen, ça va plutôt bien. On le savait, puisque les prestations des équipes européennes quand même sont bonnes toutes ces dernières années. Faut pas oublier que les nations européennes sont des nations beaucoup plus riches que ces nations du Sud qui tiennent le rugby depuis longtemps, et avec la professionnalisation, la profondeur de moyens et de systèmes qu'on met à disposition des grandes équipes, et aussi la mondialisation des compétences, puisqu'on a tous maintenant des Néo-Zélandais, des Sudaf et des machins dans les staffs d'un peu partout, forcément fait qu'on revient à niveau. Voilà. Donc, ce qui va faire la différence maintenant, c'est parfois effectivement le ballon ovale d'un côté ou de l'autre, parfois le petit coup de bol ou le petit coup de pas de bol. Et c'est aussi l'âme de ces équipes. Voilà. Comment est-ce qu'elles sont animées? Par quoi est-ce qu'elles sont animées? Et comment est-ce que le sorcier qui est à la tête de l'équipe parvient à trouver une potion qui fait que son équipe est un peu plus magique que les autres? Voilà, je pense que c'est un des grands défis de la prochaine Coupe du Monde et des grandes échéances qui approchent. C'est aussi, on pourrait presque en faire un podcast d'entreprise. Ce sont des défis d'entreprise, ce sont des défis de projet. Eddie Jones, quand il avait mené en finale de la Coupe du Monde les Anglais, dont ils avaient pris 3 ans avant, il avait dit on a 33 matchs pour être champion du monde, et il avait écrit une route avec chaque match qui était une étape vers le titre mondial. Maintenant, il l'a fait, donc il sera... Les autres, s'ils le refont pareil, ils seront jamais que les deuxièmes à le faire, mais c'est des idées de cet ordre-là qu'il faut arriver à prendre pour emmener les gens et pour leur faire écrire un destin, avec des lettres de feu, voilà, au cœur des stades. Et puis je finirai en lisant, parce que la presse va être dramatiquement dure pour les Néo-Zélandais quand ils vont rentrer chez eux. C'est une presse qui est très dure, parce que le rugby représente en Nouvelle-Zélande beaucoup plus qu'un sport, et même beaucoup plus qu'un sport national. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre du mystique et de la colonne vertébrale du pays. Donc quand ils perdent 2 fois de suite, pour eux, c'est une humiliation suprême à laquelle ils sont pas habitués. Ça va être très dur aussi pour les joueurs. J'aime pas la presse dure, je préfère la presse intelligente. J'aime bien le journaliste du Time là qui a dit... en parlant du match France All Blacks hier, les 2 équipes ont allumé un feu d'artifice du rugby, avec une France résistant au retour des All Blacks avant de s'offrir un incroyable succès dans un stade de France incandescent. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Et on a envie de donner rendez-vous en 2023 à tout le monde pour une finale dans un stade incandescent. Et nous, en plus, Thierry, on y sera. On sera le premier podcast indépendant rugby dans une tribune. Et ce sera dément. Ouais, ça va être superbe. Écoute, t'as dit de pochon magique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en France, avec Panoramix, au moins, vous avez beaucoup d'expérience avec le pochon magique. Ouais. Une chose que ça nous dit aussi, c'est que les 6 nations, ça va être assez brutal en fait, mais ça me donne tellement envie que ça. Vous êtes en février déjà. On démarre contre Italie. Après ça, c'est Irlande, suivi par l'Écosse et Pays de Galles, et on va finir avec un bon crunch un samedi soir. Ça va donner. Ouais. On va se la donner, et vous la donnerez avec nous, nos chers écouteurs, parce que évidemment, pour le tournoi Destination, on sera de retour, et avec un immense plaisir de commenter ces matchs avec vous. N'hésitez jamais à nous donner des petits reviews, des avis, des posts et des choses qui nous font plaisir d'échanger avec vous. Et en tout cas, on a hâte de vous retrouver pour cette actu rugby, même si on ferme un petit peu celle-là pour l'international. On est d'accord, Thierry? Oui, on est là. Tiens, juste 2 petites questions. C'est qui a marqué les plus de points dans le Autumn Nations? Comme joueur? Ouais. Sexton? Jaminet, j'allais le dire en plus, j'ai douté de moi-même, tu vois. Je suis pas 48, encore un champion, moi. Barrett avec 44. Et c'est qui a marqué le plus d'essais? Movaka.
Oui, avec 5. 5 et essais après, en 3 matchs. Pono Bientôt. était ex-aequo pour 3e avec 3. Donc déjà, c'est pas mal. Écoute, petit point sur Pack de Potes aussi. Donc tu as dit oui, on va être de retour pour les 6 nations. En fait, on rentre dans la phase Christmas de Noël et je suis en train de préparer un petit surprise pour tout le monde. Donc ça va être The 12 Days of Christmas. C'est 12 petits mini-épisodes sur le thème d'autres podcasts, un peu comme nous. Donc des podcasts natifs, normalement sur le sport aussi, faits par des passionnés comme nous. Et donc, mon objectif, en fait, c'est de vous faire découvrir d'autres podcasts sympas sur des thèmes différents, sur des sports différents. Donc, on va avoir un peu de basket, de NFL, de NHL, un peu de tout. Et bien sûr, pour la troisième mi-temps, ça va parler bière. Ah oui, c'est quasiment un petit calendrier de l'Avent au podcast Sport et Rugby que tu nous fais, mais c'est mythique. Donc moi, j'ai très très hâte d'écouter ces épisodes. Bah, ça va être sympa. Écoute, bien sûr, il y aura d'autres interviews à venir. Il y aura un épisode normalement mi-décembre où on va parler un peu de top 14 parce que quand même, on est le top 14, on est chanceux. Et il y aura le European Rugby Championship à discuter un petit peu aussi. Donc, on sort d'un moment avec plein de rugby vers un moment avec plein de rugby. Donc, ça fait toujours du bien. Bah écoute, c'est tout pour nous. Merci à vous, nos chers écouteurs. Merci d'être avec nous, pour vos écoutes et vos partages. Ça nous fait vraiment chaud au corps pendant ce long hiver. Donc c'est toujours sympa, mon cher Théo, de partager ces bons moments avec toi aussi. Oui, la nuit est profonde, mais notre cœur est lumineux, n'est-ce pas ? Quand on se parle de rugby autour du pack de potes, voilà. On est toujours tellement content de partager ces moments-là. On espère avoir d'autres moments avec nos copains qu'on embrasse toujours, Charlie et Alban. Et on vous dit à tous à très bientôt autour de l'actu rugby. Oui, c'est ça. Et n'oubliez pas, si vous avez une mauvaise journée, va regarder encore cette France-Nouvelle-Zélande. Ça va vous mettre le sourire. Allez, bientôt à tout le monde. Bye bye. Salut, bye bye.